Alors, je vais aller vite fait sur les présupposés du cours en épistémo, puisque justement après, enfin, dans cette dernière heure, ce qu'on va faire, c'est je vais faire une analyse accompagnée, quoi. Donc, en gros, je vous ai dit, je vous ai déjà dit plusieurs fois, un des présupposés du cours donc de moi, c'est le réalisme. C'est-à-dire que on peut connaître la réalité. Nos discours ont un lien avec le réel. On peut dire des choses plus vraies que d'autres sur le réel, parce que si on nie cela, on est dans du relativisme. Donc je ne suis pas relativiste. J'ai un engagement pragmatiste. Pragmatiste parce que, voilà, effectivement, si on peut dire des choses plus vraies que d'autres sur le réel, du coup, on peut agir, on peut débattre, on peut se mettre d'accord potentiellement sur une ou plusieurs visions des choses. Il y a du constructivisme et du perspectivisme parce que je pense, je vous l'ai montré à l'aide de plusieurs exemples. Cet exemple de l'élève qui est en fait un prof de maths, qui est en fait un portier, avec cet exemple de la vidéo du gorille, avec cet exemple de l'illusion auditive Yanni Laurel. C'est notre activité perceptive, notre activité cognitive n'est pas neutre dans la construction de nos représentations, dans la manière dont nous interprétons le réel. C'est toujours, nous percevons le réel toujours à partir d'un point de vue particulier, d'une perspective particulière. Le pluralisme consiste à dire que c'est en variant ces perspectives, c'est en les additionnant, c'est en les mettant côte à côte que nous pouvons acquérir une posture, une perspective, en tout cas plus large sur le réel, en maximisant le nombre de points de vue. Alors ça ne veut pas dire nécessairement tous les points de vue, sinon ce serait relativiste. Tous les points de vue ont le même droit de citer par rapport au réel, mais en tout cas, suffisamment à investiguer de points de vue, voire même des points de vue que je considère comme faux. Je vous ai pris l'exemple dialectique de quelqu'un qui tiendrait des propos discriminants à l'égard des personnes au chômage. Eh bien, peut-être que même ce point de vue-là me donne à voir du vrai sur le réel. Peut-être que d'un point de vue justement sociologique, socio-affectif, cette phrase qu'il me dit, elle me dit, en fait, là, il y a un sentiment d'injustice. Là, il y a quelque chose, il y a une réalité que je peux prendre en compte. Alors, je ne suis pas relativiste. Je crois qu'il y a des points de vue qui ont plus de valeur que d'autres. Je suis constructiviste au sens où je crois que nous avons un rôle actif dans la construction de nos connaissances et pourtant je suis réaliste. J'essaie de mettre en place un pluralisme à la fois des approches, donc de varier les points de vue sur la réalité. Par exemple, je vous dis, moi je me considère pas comme étant dogmatique ou relativiste. Je vous ai parlé de dogmatisme et de relativisme. Donc dans le fond, je vous montre d'autres types de présupposés en épistémologie, d'autres rapports au savoir. Et puis, j'essaie aussi en termes de méthode. Alors, j'essaie aussi de mettre en place une méthode dialectique qui fait que même quand certaines choses, certains discours, la phrase qui est en dessous, c'est on pourrait croire parfois qu'il y a des choses qui sont opposées, des discours qui sont opposés. Je crois qu'on peut parfois dépasser cette opposition en apparence et voir dans quelle mesure on peut concilier les choses. J'ai écrit un article en début de cette année, c'est un de mes articles qui m'a tenu le plus à cœur. J'ai choisi un titre volontairement difficile à soutenir. C'est la phrase « tout est vrai dans une certaine mesure ». Je pars du principe que tout contient de la vérité. Et la question de la phrase se situe dans une certaine mesure. En fait, on peut prendre la mesure du vrai. Donc dès qu'une personne me dit quelque chose de faux, potentiellement elle me dit quand même quelque chose de vrai. Alors c'est peut-être quelque chose de vrai dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. C'est peut-être quelque chose de vrai dans la mesure où, d'un point de vue sociologique, elle me témoigne en fait de ses émotions. Donc c'est vrai avec des si. Potentiellement, ça me témoigne de quelque chose du réel.
c'est peut-être moins vrai d'un autre point de vue. Mais bon, voilà, c'est une thèse philosophique que j'ai quand même pris la peine de développer de manière assez costaude. J'en ai discuté avec d'autres personnes, notamment, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire, mais ce n'est pas matière d'examen. Je vais faire le préciser. Alors, venons-en au fait. Simplement, dans les dispositifs que vous allez analyser, les dispositifs qui sont, je vous ai dit, hein, notamment il y en a sur Learn, eh bien, il y aura des affirmations ou bien qui sont sous-jacentes ou bien qui sont dites telles quelles. Soit vous allez observer des postures pédagogiques, vous allez observer des dispositifs médiatiques, donc voilà, un mec qui se pose avec un micro, une caméra, ou bien qui écrit un article, qui donne la parole ou pas à des intervenants. Et derrière ces postures, ces gestes ou ces mots, eh bien, vous allez trouver des affirmations ou des présupposés, en tout cas des implicites. Et un implicite que vous pourriez trouver, c'est qu'il est indiscutable que la pédagogie par projet, c'est la seule valable pour faire de l'éducation aux médias. Moi, je trouve que pour bien faire de l'éducation aux médias, eh bien, il faut faire un atelier journaliste en classe. Ça, c'est la seule manière hein, de comprendre le journalisme de l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que ça engendre comme présupposé épistémologique? Si on veut déplier le présupposé, c'est intéressant parce que ça signifie, si on veut vraiment aller jusqu'au bout dans le travail, on parle quand même d'une éducation média. On pourrait se demander, du coup, c'est quoi la définition qu'il y a derrière? Et aller encore plus creuser. Mais c'est quoi cette vision-là, cette perspective-là de l'éducation média? Et puis, on interroge la perspective. Ouais, on interroge la perspective et potentiellement, alors après, puisque dans le travail final, il vous est demandé de développer une activité pédagogique, ben, il s'agit de vous situer soit dans la même perspective, soit dans une autre perspective. Et donc, justement, c'est intéressant de pouvoir dire, ben là, moi, justement, là où il y avait du monisme, ben, je vais faire une autre perspective pour, par exemple, montrer qu'il n'y a pas que celle-là. Donc, en fait, j'ai envie d'ouvrir sur du perspectivisme, ou bien je m'inscris dans celle-là parce qu'effectivement, j'adhère au fait que c'est la meilleure, que sais-je. Ouais. Donc, effectivement, on peut toujours parler de perspective hein, quand on analyse un dispositif, quand on analyse une phrase, une proposition, en éducation, un énoncé en éducation média. On aurait pu dire en plus que bah, du coup, c'est pas du relativisme. Il y a une méthode valable, il y a quelque chose qui est plus efficace que d'autres trucs. Donc on n'est pas dans toutes les pédagogies se valent. Ça va? On peut interroger les présupposés au niveau des contenus et des méthodes, hein, comme je vous ai dit. Donc là, on a analysé un présupposé de contenu, c'est explicite quasi, hein, ce qui est dit. Et puis, on peut analyser la manière dont la personne le dit, la manière dont la personne fait de l'éducation média, la manière dont une personne fait du journalisme, ou les manières. On peut se demander quels sont les savoirs pour vous aider hein, à répondre à ces questions. Quel est le statut finalement des savoirs? Quel est le statut des infos qui nous sont communiquées? C'est quoi les méthodes de collecte, de traitement de l'info? Est-ce que la personne va interroger plusieurs personnes? Est-ce que, voilà, je sais pas moi, on parle de Lubrizol en France. Disons qu'on parle de ça dans un article journalistique. Eh ben, c'est quand même important de parler des perspectives, de savoir, bah tiens, on est allé interroger qui? Est-ce qu'on est allé interroger juste les patrons? Est-ce qu'on est allé, alors, monisme potentiel? Est-ce qu'on est allé interroger patron-syndicat, dualisme typique? On interroge patron, on interroge syndicat. Dans une question restructuration économique, on donne parole patron, parole syndicat. Typique. Dualisme typique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres points de vue possibles? Beaucoup hein, dans le traitement journalistique, alors je ne veux pas faire des généralités totales, mais ça me donne cette idée, effectivement, on aime bien quand même mettre en scène des oppositions, et donc on a très souvent des formes de dualisme qui sont effectivement le clivage gauche-droite, le clivage syndicat de gauche, le clivage, comme tu disais, opposition-majorité, etc. Et donc ça c'est cool, hein.
en tout cas narratologiquement parlant. Du coup, on se retrouve avec un dispositif dualiste. Et quel biais ça peut amener? Pourquoi je vous parle de monisme dualisme? C'est que, tiens, on pourrait se dire, il n'y a que ces deux postures-là, finalement. On se retrouve face à un faux dilemme en tant que spectateur. On est soit pour, soit contre. Hein, et ça amène à des phrases comme George Bush qui vous dit si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes nos ennemis, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, du coup, par essence, par ce genre de fonctionnement-là, une simplification de certains débats, par exemple? Ça va? Monisme du sujet, on va parler beaucoup d'immigration, parce que c'est le sujet qui intéresse les Français. Le sondage, d'ailleurs, le dernier sondage, là encore, donc approche peut-être potentiellement dogmatique du pouvoir du sondage, c'est ce que pensent les Français. C'est l'immigration, ça intéresse les Français. Forcément, on leur demande tous les 3 mois si ça les intéresse. Donc, à un moment donné, ils se disent, oui, c'est important quand même, on n'arrête pas de nous en parler d'ailleurs. Donc, serpent qui se mord la queue, monisme du sujet, et puis dualisme dans le dispositif de débat, hein, la personne qui est pour, la personne qui est contre, et puis on peut se demander quel est l'impact en termes de représentation au sein du public. Est-ce qu'il n'y avait pas, voilà, dans vos travaux, vous pourrez du coup vous demander en termes réflexifs, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres manières justement, est-ce que analyser ça ne nous permet pas de dire, tiens, et si il y avait eu un autre traitement médiatique, est-ce qu'on aurait pu avoir d'autres représentations plus riches, plus nuancées de la réalité? Et un autre état des débats actuels. Alors, je vous ai mis un petit tableau avec tous les concepts que nous avons abordés jusqu'à présent. Et, je vous ai mis d'ailleurs les études de cas des années précédentes. Voilà, il y a une personne qui m'a parlé de la vidéo pop modèle, donc des stéréotypes de genre dans la publicité, et elle a pris quelques publicités sexistes, genrées, pour illustrer ses propos. Et pour dire, voilà, par exemple, justement, il y a une approche moniste et ou dualiste des femmes dans la publicité, des femmes et des genres dans la publicité. C'est les hommes sont comme ceci, les femmes sont comme cela. Dualisme. Et en même temps, moniste à l'égard des femmes, et voilà, le genre de publicité qu'elle a utilisé pour Moulinex libère la femme, donc potentiellement c'est la femme qui est en charge des tâches ménagères. Et d'ailleurs, même quand c'est une successful woman, heureusement, c'est parce qu'elle a son micro-ondes. Voilà. Donc, avec justement parfois des contre-stéréotypes, c'est vraiment super bien foutu ce qu'elle a fait. Donc, je vous invite, si vous manquez d'inspiration, à aller le lire. Il y a une étudiante qui m'a fait une analyse sur le cas Pokémon Go. Il y a une étudiante qui m'a fait un truc à propos de Child Focus. Il y en a une qui m'a fait Enora Malagré, c'était une chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Le journalisme de solution, donc le journalisme positif, donc qui ne se contente pas de décrire le réel, mais de proposer des solutions à des problèmes actuels. Et elle a pris 2-3 débats qui parlaient du journalisme de solution, 2-3 personnes qui exprimaient leur point de vue à ce propos, et elle a dit les présupposés qu'il y avait derrière. Pokémon Go, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est intéressée à la critique négative du phénomène Pokémon Go. La perspective, ça nous déconnecte de la réalité. Et donc une approche moniste potentiellement de si c'est virtuel, c'est que c'est pas réel, c'est que les jeunes ils s'abrutissent par les écrans, etc. Elle a développé ça. Et tout en disant c'est une perspective parmi d'autres. Donc elle a mis le focus sur des commentaires qui allaient dans ce sens-là. Justement, ce qu'il y a, c'est elle n'a pas la prétention ici de faire un travail sur les représentations de la population à propos de Pokémon Go, mais plutôt justement de nous dire, tiens, c'est une analyse plutôt quali, finalement, tiens, il existe une représentation de type plutôt péjorative de Pokémon Go, allons investiguer celle-là et illustrons-la à l'aide de commentaires qu'effectivement elle a agrégés, mais de manière à ce qui colle à son analyse, effectivement, mais c'est en toute transparence.
Donc c'est, bah oui, en gros, je vais prendre des commentaires négatifs par rapport à Pokémon Go et je vais baser mon analyse là-dessus. Et elle retrouve finalement au niveau qualitatif effectivement des points qu'on retrouve assez... ça nous déconnecte du réel, c'est aliénant, c'est abrutissant, etc. La question de l'aliénation, on le verra en éthique, en philo-morale. Donc c'est pas interdit. Justement, si je prends un article, même si je prends un article de presse, un article d'opinion sur l'éducation, ben, ce n'est évidemment qu'une perspective très très subjective de la réalité. Donc en fait, il n'est pas interdit pour ce travail de prendre quelque chose d'ultra subjectif et justement vous-même d'être transparent avec ce choix. Donc en termes réflexifs, de dire bah oui, j'ai bien choisi de me focaliser sur une perspective pour montrer combien il y en avait d'autres, par exemple. Voilà, voilà. Alors, comment est-ce qu'on applique ça? En éducation, en général. En général. Je vais vous montrer finalement comment, sans prendre même de dispositifs spécifiques, bah, ces présupposés-là, ils se retrouvent partout. Maintenant, le fait que je ne prenne pas des dispositifs spécifiques, ça veut dire que je vais brosser un trait très large, un trait très grossier. Maintenant, je pense qu'on peut dire, par exemple, que l'éducation en tant que telle, telle qu'elle est conçue dans nos sociétés, eh bien, elle est non relativiste. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a un certain sens à apprendre certains savoirs. Et donc, le simple fait de se dire je me lève le matin et je vais à l'école pour donner cours ou pour assister à un cours, en fait, ça veut dire qu'il y a des approches. Le présupposé, c'est qu'il y a des approches qui ont plus de valeur que d'autres. C'est-à-dire que mon point de vue, avant d'être savant, entre guillemets, d'avoir appris des connaissances à l'école, eh bien, il n'a pas la même valeur que les savoirs appris à l'école. Il y a des savoirs qui ont plus de valeur que d'autres. Si tout le monde s'en foutait au final de dire c'est le soleil qui tourne autour de la Terre et en plus il est plus petit que la Terre, etc. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y aurait pas d'école. Mais là, le simple fait qu'il y ait une école qui existe, qu'il y ait une éducation qui existe, ça veut dire il y a le présupposé qu'il y a des savoirs qui valent le coup quand même. Des savoirs ou des savoir-faire ou des savoir-être, hein, des compétences. Alors il y a une certaine manière de faire des maths qui peut-être est comme ça. Maintenant, justement, un des ouvrages de Russell, on en a parlé tout à l'heure, c'est marrant. Russell, je vous ai dit, qui nous dit un des plus grands apprentissages philosophiques que je voudrais laisser derrière moi, c'est l'amour c'est sage et la haine c'est stupide. Eh ben, il a écrit notamment Principia Mathematica. Et Principia Mathematica, c'est une brique où il fait la démonstration que 1 plus 1 égale 2. Et donc il passe des centaines de pages sur le fait que 1 plus 1 égale 2. Donc c'est pas je vous demande d'y croire et de ne pas remettre ça en question, c'est je fais l'exercice de trouver que 1 plus 1 égale 2. Et donc on pourrait se dire, attends, 1 plus 1 égale 2, c'est bon. Eh ben non. Lui, il y a passé des pages et des pages. Avec Whitehead. 1 plus 1 égale 2, et en même temps, un mathématicien va dire, peut-être potentiellement, il va dire dans le calcul en base 1. Si je prends du calcul en base 10, etc., etc. Donc, et là, à ce moment-là, il va être ouvert à une forme de perspectivisme, par exemple. Donc, si je prends une autre perspective, un autre paradigme, eh bien, c'est plus 1 plus 1 égale 2. Ou bien, peut-être, je suis ouvert d'ailleurs au fait que dans la fiction, 1 plus 1 vaille autre que 2. Ou bien je suis ouvert au fait que si on vit dans une simulation, 1 plus 1 égale autre chose que 2. Ou bien je suis ouvert au fait de considérer que, comme je suis mathématicien, j'utilise des conventions et que qu'est-ce que ça veut dire du réel? Plein de choses. Ou bien je suis ouvert à l'idée métaphorique que en couple, 1 plus 1 peut faire 3 quand on a un enfant. Enfin, voilà. 1 plus 1 égale 2. Non. On parle une. Pour un, on est ensemble.
Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Le dogmatisme, c'est une question de rapport au savoir, au rapport on n'en discute pas. Et donc effectivement, si 1 plus 1 égale 2, et il n'y a jamais moyen d'en discuter quelque raison que ce soit, peut-être qu'il y a une forme de rapport dogmatique à la mathématique. Et en même temps, je peux être un mathématicien, adorer les maths et trouver que c'est vraiment merveilleux pour plein de choses, et en même temps être ouvert à d'autres points de vue. Ça va? Alors, si vous prenez Orwell, c'est ça qu'on a dans 2 plus 2 égale 5, hein, dans 1984 de George Orwell, donc qui est une dystopie. C'est un monde dans lequel en fait il y a un pouvoir totalitaire et en gros les gens sont aliénés. Et donc dans 1984, parce que le pouvoir en place dit que 2 plus 2 égale 5, 2 plus 2 égale 5. Il y a carrément une novlangue, il y a carrément une langue, il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser, et en gros, penser c'est mal, enfin voilà. Donc là, effectivement, on est dans un rapport du dogme, quoi. Parce que je le dis, les sectes, typiquement, sont plutôt du genre d'un rapport dogmatique où tu répètes et surtout sans remettre en question le bazar, quoi. Ça va? Donc, il peut y avoir du monisme et du pluralisme dans les méthodes et les contenus, dans la péda. Donc généralement, on n'est pas dans du relativisme. Alors on pourrait avoir quelques formes de relativisme, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, si au final toutes les méthodes, tous les contenus se valent. Voilà, en fait, on vient faire cours ou on va à une formation, en fait, tout le monde dit son avis et c'est kiff. On a potentiellement ici une forme de relativisme dans le dispositif. Hein. Tous les points de vue sont bons à prendre au final. Monisme, pluralisme des méthodes et des contenus. Donc, des monismes divers, c'est quand on dit on va agir uniquement comme ceci, ou on va montrer uniquement tel point de vue. On va donner uniquement le point de vue au syndicat, on va donner uniquement le point de vue au patron, ou même on va donner uniquement le point de vue des patrons et des syndicats. Et quoi, il n'y a pas autre chose que les patrons, les syndicats je sais pas. Voilà. C'est intéressant de se dire ça. Même si vous prenez carrément, vous pourriez dire, moi je vais prendre la ligne éditoriale de tel ou tel journal, je sais pas moi, au hasard, Valeurs Actuelles, et hop, ça c'est marrant, le genre de point de vue dans toute la ligne éditoriale qui ressort. Il y a une ligne quand même assez moniste dans ce genre de cas. Alors, ce n'est pas parce qu'on est pluraliste qu'on n'est pas dogmatique. Ça, j'espère avoir suffisamment insisté sur ce qui fait le dogmatisme. Ce qui fait le dogmatisme, c'est la posture indiscutable. Et donc, je peux très bien dire, il faut varier les pédagogies, et justement être très dogmatique dans le fait de dire, il faut varier les pédagogies. C'est indiscutable. Non, si ça se trouve, on a des gens chaque année. Alors moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour différentes raisons qu'on pourrait discuter. Moi, je ne crois pas aux gens qui me disent il y a une et une seule méthode qui vaut pour tout le monde en pédagogie. Mais je ne sais pas, si on écoute Céline Alvarez, elle nous dit moi, avec les tout-petits, je procède comme ceci et j'ai 100% de réussite. Alors, je ne connais pas suffisamment sa méthode, je ne suis pas allé la voir dans sa classe, et je ne l'ai pas vue reproduite dans d'autres classes pour savoir si effectivement elle a raison. Mais si ça se trouve, c'est vrai. Donc peut-être qu'il faudrait faire du monisme en pédagogie. J'en sais rien. Mais en tout cas, un rapport pluraliste auquel moi j'adhère en pédagogie, c'est on est différents types d'apprenants. Par exemple, moi j'aime bien juste la différence entre introverti et extraverti. Alors c'est pas quelque chose qu'on est dans l'absolu de mon point de vue, mais c'est, moi je vous dis, je préfère apprendre plutôt dans mon coin, prendre le temps de réfléchir, et je vais me ressourcer plutôt par des activités en solitaire ou bien en petit comité. Voilà. Moi, je préfère boire un verre avec un très bon ami qu'aller dans une soirée où il y en a 30. Voilà. Ça va plus me ressourcer, ça va plus me rendre de l'énergie. C'est plutôt profil introverti. Je préfère une balade en nature à une discussion avec 50 personnes.
Il y a différents types d'apprenants. Et donc, si je fais que du travail de groupe tout le temps, ben, les introvertis, je les paume. A contrario, si je fais que à chaque fois je pose des questions dans le vague et puis je laisse chacun y réfléchir et que je vous mets pas à un moment donné en petit sous-groupe ou bien je vous donne pas la parole, les extravertis à la fin ils sortent, c'était épuisant quoi. Ça va? Donc j'ai la croyance que c'est intéressant de varier un minimum les pédagogies pour que chacun puisse s'y retrouver. Maintenant ça ne veut pas dire que je le fais bien, j'essaie. Alors, pour moi, il y a une idéologie d'un non-engagement derrière l'idéologie de neutralité, potentiellement. Donc, en tout cas, si on entend la neutralité comme on ne peut pas avoir d'opinion, on ne peut pas avoir de préjugés, il ne faut jamais juger, il ne faut pas avoir d'opinion religieuse en classe, machin, je ne sais pas en fait. En tout cas, on a bel et bien des opinions politiques. Hein. L'éducation aux médias, elle est positionnée très fort. La citoyenneté, c'est un terme pas neutre du tout en politique. Hein, donc ça colporte un ensemble de valeurs. L'émancipation, par exemple, le fait de dire par mon savoir, par le savoir que je partage avec les apprenants, eh bien, potentiellement, je vais les rendre plus conscients et du coup leur permettre de mieux agir dans le monde. Bah, c'est pas neutre du tout, ça. Il y a des savoirs qui sont plus émancipateurs que d'autres. Alors, je vous ai dit, par exemple, dans des pratiques journalistiques, on en a quand même beaucoup parlé, hein, de cet ouvrage d'Aubenas, Florence Aubenas et Miguel Benassayag, La fabrication de l'info, avec ce qu'ils appellent le fait vrai et même le modèle du fact-checking. On pourrait se dire, bah tiens, la prétention à l'objectivité qu'il y a derrière certains modèles de journalisme. Voilà, donc on a fait du fact-checking, on a vérifié les chiffres, du coup c'est la vérité indiscutable, ou en tout cas c'est l'objectivité. On a rendu compte de l'objectivité. Parfois c'est des faits, c'est factuel en tout cas, mais en même temps c'est un angle bien spécifique. Voilà, c'est le genre de critique que vous retrouvez via Acrimed par exemple. Donc dans mon article sur le décodex, je leur donne beaucoup la parole. Vous pouvez retrouver ça si ça vous intéresse. À l'opposé, ou en corollaire, parfois, hein, on a le sacro-saint fait, tel qu'il est décrit par l'AFP, hein, par exemple, et en même temps, l'opinion avec l'idée que toutes les opinions se valent. Je vous ai pris l'exemple, une pratique typique du CSA en France, c'est de donner le même temps de parole à tous les partis. Chrono, montre en main, quoi. En Belgique aussi, si ce n'est qu'on a le cordon sanitaire médiatique qui fait que certains partis ne vont pas être... Ouais, qui fait que certains partis ne vont pas être invités en direct à la télé. En gros, les partis d'extrême droite, ils vont même pas. Alors c'est peut-être, d'ailleurs, si ça se trouve, c'est ce que dit Marc Dehaene, hein, directeur de Télé Bruxelles, Bruxelles 1 maintenant, BX1, il dit, peut-être, si ça se trouve, que c'est parce qu'on a un cordon sanitaire médiatique que chez nous, en Belgique francophone, l'extrême droite, elle reste au bas des pâquerettes. C'est parce qu'en fait, on ne donne même pas droit de cité à leurs idées dégueulasses. Si ça se trouve. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui, je ne suis pas sûr que ce soit la seule raison explicative, mais ça peut faire partie des... En tout cas, ça m'étonnerait qu'en Belgique francophone, on soit une population de bisounours ou dans laquelle il n'y ait pas de racisme. Alors le temps de parole, on peut quand même gratter un peu plus loin. Quand on gratte un peu plus loin, on se rend compte qu'un petit candidat, vous prenez, je ne sais pas moi, en France, vous prenez un... Ouais, par exemple. Hein, et du coup, il va avoir le même temps de parole s'il est présidentiable, donc s'il recueille les conditions pour être candidat à la présidentielle, sauf que, en termes d'heures, c'est pas lui qui va passer en prime time. C'est pas lui qui va passer au JT. Il va passer à 2h du matin quand il faut meubler du temps d'antenne. Et voilà, pour faire plaisir au CSA, on va le foutre en... Donc, c'est pas un relativisme total non plus, mais dans les perspectives qui sont... Donc, c'est pas toutes les perspectives se valent, finalement, du point de vue spectatoriel, mais c'est, tiens, est-ce que, finalement, c'est pas... qu'est-ce qui donne du valeur à ces perspectives? Est-ce que ce sont les idées? Je ne crois pas. Est-ce que c'est la thune qu'on met dans la campagne? Je sais pas, peut-être, par exemple.
Est-ce que c'est l'audimat, que les audiences que tel clash des titans va engendrer, alors que si on entend Cheminade ou Dupont-Aignan, ça va pas rameuter les foules, quoi. Les raisons explicatives, il y en a plusieurs, ça m'intéresse, enfin si ça m'intéresse si vous voulez en discuter, mais je veux dire, ce qui en tout cas moi m'intéresse, c'est que finalement, derrière ces manières de montrer l'info, c'est pas neutre, ça montre des perspectives particulières qui peuvent nous dire que toutes les opinions se valent, ou au contraire, qui peuvent hiérarchiser des opinions, et tout ça, du coup, c'est pas neutre. Alors, je fais le lien avec le modèle du code. C'est intéressant parce que vous avez, il y en a qui ont reparlé de Saussure la fois dernière, et il y en a qui ont parlé, je pense on peut parler du modèle émetteur, message, récepteur. Ce modèle un peu linéaire, un peu binaire, où en fait on a un émetteur qui place du contenu dans une petite boîte, dans un canal. C'est la métaphore qui est utilisée pour parler de la communication. C'est en gros, on prend le contenu, on le met dans un canal, et on l'envoie au récepteur. C'est comme si on prenait une partie du monde, qu'on le mettait dans une boîte, on le balance au récepteur. Et bien ce modèle-là, c'est un modèle empreint d'une prétention à l'objectivité, d'une prétention à juste, on capture un état du monde et on l'envoie tel quel au récepteur. C'est comme si on avait une métaphore, on prend le réel, on le met dans un tuyau et le récepteur il a le réel. Ben non, avec le constructivisme, avec Jacques Piette, et cette idée de non-transparence des médias, il y a cette idée qu'on est plutôt dans un modèle constructiviste, on est plutôt dans, tant en tant qu'émetteur, producteur, diffuseur que récepteur, réappropriateur de l'information, eh bien je me construis des représentations à travers des perceptions et à travers des intermédiaires. Les intermédiaires ne sont pas neutres, que ce soit nos sens, que ce soit nos langages, que ce soit, que ce soit une caméra, nos intermédiaires techniques, nos intermédiaires symboliques, nos intermédiaires physiques, etc. Un prof qui me raconte sa vie, ici en l'occurrence, ce n'est pas la même chose que si je vais voir une vidéo YouTube sur le thème. Je vous avais pris la fois dernière cet exemple des ouvertures de JT. Je ne sais plus qui m'avait dit d'ailleurs, tiens c'est la Terre, sans avoir vu cette image. Voilà, rien que ça, le dispositif nous dit, je vais vous montrer le monde, quoi. Alors cette prétention n'est peut-être pas explicitée, n'est peut-être pas. Les journalistes sont peut-être beaucoup plus humbles que ça. Vous voyez d'ailleurs que la RTBF, avant qu'il y avait la Terre, nous montre une perspective plus humaine déjà. Ça je peux l'avoir dans un avion, ou via un drone, un truc comme ça. Ça, il faut que je prenne une fusée, donc c'est un peu moins abordable déjà. Une fusée, pas que. Donc, mais en tout cas, c'est cette idée. Potentiellement le journaliste qui nous montrerait l'objectivité pure, le point de vue divin sur le monde, une perspective englobante. Perspective, vous voyez que les mots que j'utilise ne sont pas neutres. Voilà, il n'y a que cette perspective-là, c'est la perspective sur le monde. Alors, et je terminerai par les 3 dias suivantes. Il y a Karl Popper qui nous dit que être tolérant, ça ne veut pas dire tout tolérer. C'est ce qu'il appelle le paradoxe de l'intolérance. Et en gros, il nous dit, si on tolère l'intolérance en tant que telle, le problème c'est que, voilà, en gros, c'est la question du relativisme, c'est tous les points de vue se valent. Même le point de vue qui nous dit, ah mais non, mais moi, mon point de vue, c'est le seul qui a de la valeur. Oui, ça se vaut. En gros, si je laisse du point de vue aux gens, si je tolère les personnes, en tout cas les idées, je peux tolérer les personnes sans tolérer leurs idées. Si je tolère les idées intolérantes, eh bien le problème, en gros, c'est qu'elles vont prendre le pouvoir. Puisque moi je suis tolérant, je te laisse la place, lui, justement, la place qu'il veut prendre, c'est toute la place.
Et du coup, le problème, c'est que les intolérants, du coup, ils arrivent au pouvoir. Et que, du coup, pour préserver la tolérance, dans une société, on doit ne pas tolérer l'intolérance. En gros, c'est le raisonnement de Karl Popper. Et on pourrait retrouver ce présupposé en journalisme, en tout cas dans certaines manières de faire du journalisme, selon que il y a des points de vue. Je vous ai parlé du cordon sanitaire médiatique en Belgique francophone. Il y a des points de vue, les points de vue totalitaires, les points de vue antidémocratiques. On pourrait s'entendre sur ce que veut dire démocratie, mais soit, n'ont pas droit de citer en direct à la télé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas droit de citer tout court, mais au moins on va faire un montage avec un contradicteur ou des trucs du genre. Alors dans cette carte d'Europe des préjugés, qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme concept philo pour parler de ça? Les concepts en épistémologie qu'on a vus. En gros, une question à se poser, c'est la perspective de qui? Est-ce que finalement on n'a pas qu'une seule perspective là, comme ça? La perspective d'une personne qui, je sais pas, d'ailleurs, ceux qu'on ne connaît pas, je vais dire, si c'était un habitant de ce pays-là qui avait fait la carte, je ne pense pas qu'il aurait mis ceux qu'on ne connaît pas là. Donc l'idée que c'est une perspective particulière en tout cas. Et donc, monisme de l'approche. On peut mobiliser, alors je vous aide un petit peu, la notion de préjugé. Et justement, on pourrait se demander, si je devais analyser cette carte-là dans un travail final, tiens, comment est-ce que je pourrais du coup l'utiliser ou pas comme dispositif pédagogique, ou en tout cas en parler en tant qu'éducateur aux médias. Donc on peut parler de la notion de préjugé, et du coup de comment on construit les connaissances en fonction de ces représentations. La notion de constructivisme, elle est là aussi, c'est de se dire, tiens, mais les apprenants qui sont en face de moi, il y en a peut-être d'ailleurs qui vous ont fait sourire. Donc, comment on peut se baser sur les préjugés des apprenants? Ça nous dit quelque chose des représentations. Dans quelle mesure je me base dessus? En tout cas, clairement, on peut parler de perspective et on peut voir comment sortir d'un monisme pour varier les perspectives, quoi. Ça va? Alors, il y a d'autres études de cas possibles, comme vous les retrouverez dans l'Earn.